telles accusations? Je ne suis pas surprise de tout ça. Pourquoi souvent je rattache le Mali à l'Algérie? Nous avons vécu la même chose. Rien que pendant le Hirak, eh ben, il y a tous ces endocolons, ces traîtres qui sont partis 3 fois à Genève pour déposer, je parle des soi-disant Algériens hirakistes qui travaillent pour soit le Marzen marocain, soit pour le Mossad, soit pour la DGSE. J'étais en pleine dedans, donc je sais de quoi je parle. C'est la même chose qui est en train de se passer avec le Mali. Ils ont qu'à copier un peu je parle du peuple malien, copier sur vos frères algériens. Il y a plein de choses qui ont été faites sur les réseaux sociaux et vous arriverez à contrer tout ça. Donc, on est en train de dénoncer des choses que, soi-disant, l'armée malienne a fait. Mais avant ça, quand je vous parle de l'opération qui tue qui, ce n'est pas un hasard, c'est lié au Sahel, c'est lié au Mali. Nous sommes en plein dedans. Donc, je vais vous donner l'exemple de Amnesty International. Il y a une femme algérienne qui fait partie d'Amnesty International. À chaque fois qu'il y avait un militaire algérien qui prenait sa retraite ou qui tout simplement ne voulait plus faire partie de l'armée algérienne, qui partait habiter en Europe, c'est elle qui rentrait en contact avec et elle voulait à tout prix, nous avons plein de dénonciations comme ça, elle voulait à tout prix qu'il accuse l'armée algérienne d'avoir tué. L'opération qui tue qui, c'est quoi? C'est pour casser un pays. Il faut des éléments. Et quand il s'agit d'un pays qui est en train de passer le même chemin que l'Algérie, le peuple malien fait la même chose. Il est lié à son armée, il est lié à son gouvernement provisoire, tout comme nous en 92 quand le président a été tué, Boudiaf à son âme. Donc nous avons eu le même parcours et c'est là où ça a commencé avec nous. Donc le Mali, rien ne m'étonne, c'est la même opération qu'on essaye de faire au Mali. L'armée tue et tout ça, c'est pour séparer les peuples et après on ne sait pas casser le Mali actuellement de l'extérieur. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Il faut casser cette confiance qu'il y a entre le peuple et l'armée. La colonne vertébrale d'un pays, c'est quoi? C'est une armée. Mais qu'est-ce qui tient cette colonne vertébrale? C'est les membres, c'est la population malienne. À chaque fois que on a attaqué l'armée, c'est le peuple malien qui est sorti défendre son armée. Pour dire, nous leur avons demandé de sauver le pays. Nous sommes avec eux. Donc là, le peuple malien s'exprime d'une manière qui ne plaît pas à l'Occident forcément. Donc on essaye de casser et de cette relation qui est fusionnelle qu'il y a entre ce peuple et sa colonne vertébrale. Et ben qu'est-ce qu'on fait? On va engager des ONG. Moi j'aimerais bien que cette ONG nous réponde un peu sur ce qui s'est passé au Maroc à la frontière de Melilla. Ils sont où? Pourquoi ils ne dénoncent pas? Pourquoi ils sont pas là pour nous répondre combien de personnes sont mortes et pourquoi ces personnes ont été enterrées dans des fosses communes? Pourquoi on essaye d'étouffer une affaire qui est extrêmement grave? Et aujourd'hui, on sait, et par beaucoup de témoignages, c'est les services marocains qui ont demandé à ces jeunes migrants d'aller vers Melilla, qu'ils allaient ouvrir les portes comme ils ont fait l'année dernière, et après on les a tués. Et plus personne n'en parle. Et là, il y a des militaires maliens qui sont en train de mourir suite à des attaques terroristes et c'est eux qu'on accuse. Je vous assure que celui qui fouille dans l'histoire du terrorisme en Algérie, il verra que c'est la même chose qui est en train de se passer. Donc, nous avons eu une expérience, on peut aider la population malienne à dépasser tout ça. Pour les aider, il y a juste une chose, il ne faut pas qu'ils tombent dans ce panneau. Il faut que le gouvernement, l'armée, le gouvernement de transition, l'armée et le peuple restent sur ce chemin, la solidarité entre tout le monde. Il n'y a que comme ça qu'on pourra dépasser toutes ces accusations et le terrorisme au Mali. Inda Larbaoui, c'est dans un communiqué justement que Diane Henry, la conseillère auprès de la division Afrique de Human Rights Watch, a justement dénoncé cela. Elle a dit: sans respect des droits de l'homme, c'est toute la transition qui est compromise. Déjà, Human Rights Watch pense que la transition est compromise au Mali. Elle a déclaré, je cite, disparition forcée,
restriction de la liberté d'expression, arrestation d'opposants. Elle a dit cette répression a eu un effet glaçant sur la vie politique et l'espace civique. Alors, est-ce que vous pensez que la situation semble grave au point où Human Rights Watch pense qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme? La situation est grave pour l'Occident, parce que l'Occident en Afrique, il est représenté par la France, et la France, c'est fini, elle s'en va. Pour moi, elle est déjà partie. Il n'y a plus d'influence, plus autant d'influence. Quand on parle d'une influence, on parle pas que d'un gouvernement fantoche. On va prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. C'est le gouvernement qui est impliqué avec la France, mais le peuple est contre. Donc la France n'a plus d'influence en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui fait la force d'un peuple? On voit ce qui s'est passé aussi en Syrie. Pourquoi Bachar el-Assad, avec tout ce qui s'est passé, mais la Syrie a disparu de la carte géographique, mais Bachar el-Assad est toujours là. Pourquoi? Parce que la majorité de son peuple l'avait réélu et la majorité n'a pas fui. Elle est toujours avec. Donc, qu'est-ce qui fait la force du Mali? C'est son peuple. Et la situation n'est pas alarmante. Le jour où la situation deviendra alarmante, ça sera le jour où le peuple malien sortira dans la rue pour dire voilà ce qui nous est arrivé. Et je reviens au Maroc. Au Maroc, il y a des manifestations d'un autre monde. Et tous les jours, est-ce que quelqu'un en parle? Non. Est-ce que quelqu'un dénonce? Non. Il y a des gens, si on prend Zafi par exemple, c'est un monsieur qui vient du RIF, il a fait une vidéo je sais pas, une vingtaine de minutes où il a réclamé à l'État marocain une école et un hôpital. Il a pris 20 ans de prison. Et là, on voit aucune ONG qui apparaît. Il y a plusieurs, mais je crois qu'ils sont 5, ceux qu'on connaît, qui sont célèbres, journalistes marocains, qui sont en prison, et ça a été dénoncé par pas mal de journalistes qui n'ont rien à voir avec la AFP ou avec toutes ces grandes ONG qui dénoncent soi-disant des pays comme le Mali ou comme l'Algérie. Donc il y a cinq personnes qui sont en prison, et là il y a une Française qui habite en Belgique qui a fait des mains et des pieds, et elle a fait des vidéos carrément pour dire je n'arrive pas à les défendre, on m'a même demandé de me taire. Donc les mêmes ONG qui attaquent le Mali, qui attaquent l'Algérie, qui attaquent Bachar el-Assad, qui attaquent tous ces peuples qui veulent s'affranchir, on va retrouver ces mêmes ONG qui se taisent quand il s'agit de choses graves qui se passent ailleurs. On vient de voir aussi ce qui s'est passé à Gaza. Personne n'en parle. C'est comme s'il n'y avait pas des enfants qui sont morts, et comme s'il n'y a rien. Il y a rien qui sort. On va revenir un peu en arrière. Ce qui s'est passé dans le Donbass depuis 2014. Il y a eu presque 14 000 morts. Personne n'en a parlé, et même jusqu'aujourd'hui, on continue à dire que c'est des Ukrainiens qui sont victimes, que les nazis n'existent pas alors que tout le monde les a vus avec leurs tatouages, et c'est paradoxal, et c'est ça ce que la Russie a dénoncé, et Lavrov a dénoncé quand il était en Algérie, quand il a parlé de l'Afrique. Il a dit maintenant il serait temps qu'on contre tout ça, parce que ce sont 2 poids et 2 mesures. Le Mali, s'il avait accepté de continuer sur le même chemin, les autres, ils partent avec les caisses d'or, et puis ils partent avec l'uranium, ils partent avec toutes les richesses du pays. Il y a même du gaz et puis du pétrole. On signe des contrats au profit des grosses entreprises internationales. Mais aujourd'hui, Assimi Goïta, il serait sur un piédestal, tout comme Sissi. Il y a eu même le scandale Sirli. Et je vous assure que j'étais la première à avoir dénoncé ça. Je l'avais dénoncé l'année dernière, enfin, vers le mois d'octobre-décembre. Il y a des journalistes d'investigation arabes qui font un excellent boulot. Donc, ils avaient dénoncé cette affaire, et puis personne n'en a parlé. Il a fallu qu'un député français, comme ça, il aborde le sujet. Mais est-ce que ça a fait un scandale? Il y a eu, si j'ai bonne mémoire, 122 attaques où des civils ont été attaqués, ils ont été massacrés, on les a accusés de terrorisme alors que c'était des petits contrebandiers. Donc personne n'en parle. Si vraiment la situation était alarmante au Mali, c'est le peuple malien qui serait dans la rue pour dénoncer ça, comme ils l'ont fait par le passé, quand la situation
au niveau du terrorisme, c'est aggravé. C'est le peuple malien qui est sorti pour dire eh ben stop, il y en a marre, on voit pas de résultat. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire qui se passe. Donc, il n'y a pas de situation alarmante. Encore une fois, quand on s'acharne sur un pays ou sur un gouvernement, c'est qu'il est sur la bonne voie. Linda Larbaoui pour toutes ces explications. On va saluer la présence avec nous également de Issa Diawara qui nous a rejoint. Alors Issa Diawara, bonsoir à vous. Je vous remercie d'être des nôtres ce soir après, vous le savez, l'évocation d'un rapport de l'ONU qui accuse depuis de nombreux jours déjà l'armée malienne et les instructeurs russes d'être impliqués en tout cas dans la mort de 33 civils. C'est à présent au tour de l'ONG Human Rights Watch qui dénonce les violations des droits humains au Mali. Alors vous êtes malien, Human Rights Watch a tiré la sonnette d'alarme sur la situation des droits de l'homme au Mali. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la situation est alarmante? Qu'en est-il, qu'en pense la population malienne de ces accusations, Issa Diawara? Ok, merci madame. Permettez-moi de vous saluer et de saluer par la même occasion toute l'Afrique et toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent en ce moment. Ok, ce que nous en pensons, madame, d'abord, il faudrait, l'autre jour, avant-hier, il y a 2 à 3 jours de cela, nous avons perdu 42 jeunes ici au Mali. Ce sont des hommes, ils ont des droits. Nous pensons que cette ONG devait dénoncer cela. Et nous avons perdu suffisamment de civils ici. Nous pensons que ça devait être dénoncé. Mais je ne comprends pas. Les terroristes sont des hommes. Mais les nôtres là, les civils maliens, ce ne sont pas des hommes. Quand ils parlent de civils, en réalité, ce ne sont pas des civils, madame. Ce sont dans la plupart des cas des terroristes qui ont été neutralisés. Parce que ces terroristes ne combattent pas en tenue régulière de combat comme une armée régulière. C'est pas comme si vous avez votre bir du Cameroun au combat, ou si vous avez les FAMA ou bien l'armée russe. C'est pas comme ça. Les terroristes portent, bien sûr, s'habillent en tenue civile, mais ont bien sûr leur fusil sous leur boubou. Merci aux techniciens pour les images. Quand vous voyez ces terroristes-là, tous les terroristes neutralisés, ce ne sont jamais des gens qui sont habillés régulièrement en tenue militaire, avec casque, insigne militaire. Non, ça n'existe pas. Ce sont des gens, bien sûr, ce sont des kamikazes, hein, des gens qui s'habillent en civil. Et quand vous les neutralisez, puisqu'ils ne sont pas seuls, nous connaissons le poids du budget d'une guerre. Madame, une guerre coûte très cher même. 2 jours de combat, ravitailler les hommes en carburant, ravitailler les hommes en armement, ravitailler les hommes en renseignement, couvrir les hommes pendant leur avancée, c'est un budget conséquent. Qui dépense ça pour ces gens-là? C'est présumé terroristes. Vous savez, il n'existe pas de djihadistes ici, il n'existe pas de terroristes en tant que tels. C'est la France qui nous combat. Et d'ailleurs, à Tessit, je vous donne cette information, c'est vérifié. Il y a des légionnaires français qui ont été blessés au combat. Ça, c'est réel, c'est vérifié. La dernière attaque, nous avons des légionnaires français, on parle de 4. Mais on n'a pas pu mettre la main dessus. Ils ont été évacués vers le Niger. Je pense dans le combat à venir, sans doute, nous allons les avoir. Donc le Mali aussi a des droits et nous pensons que l'ONG Human Rights Watch, là, Observatoire des droits de l'homme, cette ONG, en tout cas, d'abord, elle n'est pas malienne. Donc au Mali, il y a des ONG. Il faudrait peut-être attendre qu'il y ait en tout cas un récit des ONG du Mali. Mais les ONG du Mali n'en font pas cas. C'est ce qui est très grave. Et ensuite, Human Rights Watch fait ses rapports. Mais cette ONG est sur le terrain, non? C'est à partir des éléments de la France qui sont sur le terrain. C'est à partir des coups de fil. Sinon, il ne peut pas dire, en tout cas, que là où l'armée malienne a du mal à s'aventurer, que c'est l'ONG Human Rights Watch qui s'aventure là-bas. Si tel est le cas, ça veut dire qu'il y a collision. Ça montre que Human Rights Watch, c'est notre bizarre là, est même complice ou bien même actionnaire dans ce qui se passe. Moi, je ne peux pas comprendre cela. En pleine zone de combat, comment cette ONG peut avoir accès à cet endroit? Ça, c'est la première interrogation, ça ne passe pas. Deuxième interrogation, il y a des ONG au Mali. Pourquoi les ONG maliennes n'en font pas cas? Pourtant, nous avons des centaines d'ONG ici. Pourquoi on n'en fait pas cas? On ne comprend pas. Et ensuite, tout ce que ces gens-là disent, Human Rights Watch là, mais on avait l'autre là, Amnesty International, qui avait fait la même chose, qui avait tenu le même discours. Après, ça serait quoi? En Syrie, on avait vu les casques blancs de la Syrie. Ils vont nous envoyer des casques, je ne sais pas quoi, ici jaunes, ou bien des casques verts, pour nous dire de n'importe quoi, des casques blancs. Donc, ils ont beaucoup des ONG.
Tout ça, c'est pour dissuader le Mali de continuer ses offensives. Mais madame, nous sommes en guerre. Nous sommes conscients du prix que nous payons. Je suis de la ville de Kati. Je ne connais pas moins de 4 jeunes qui sont tombés il y a moins de 2 à 3 jours de cela. Chaque jour qui passe, vous avez des martyrs maliens qui sont en train de tomber. Et ça ne fait pas du mal. Ils pensent que nous sommes des robots. Nous sommes en guerre. C'est la France qui nous combat. Donc, ces ONG-là, nous attendons à ce que ces ONG continuent d'incriminer la France. De toutes les façons, ça ne va pas arrêter les opérations en cours. Les chiens aboient, la caravane passe. Ce n'est pas une première. Ces ONG participent à la lutte du côté des terroristes, de même que la France participe, et du point de vue renseignement, financement, et même maintenant, puisque les terroristes sont en manque d'hommes sur le plan militaire, donc engagés sur le terrain. Donc ces ONG pour nous ne sont qu'une branche armée. C'est comme RFI et France 24, bien sûr, participent à la guerre du côté des terroristes en faisant des intoxications. Donc ces ONG-là, il faut les mettre dans ces cadres. Donc chez eux, dans le bloc occidental, chaque organisme a un rôle bien défini. L'armée française a son rôle, et les ONG ont leur rôle, leurs médias ont leur rôle, leurs institutions financières, ici la BCAO et autres là, qui ont sanctionné le Mali économiquement, ont aussi leur rôle, ils ont partagé les tâches. Ces gens-là n'attaquent jamais sur un seul front, ils attaquent sur plusieurs fronts. Donc c'est à quoi vous assistez aujourd'hui, c'est un autre front qu'ils ont ouvert. Mais nous continuons et nous saurons comment contenir tous ces fronts. Merci. Oui, ça, Diawara. Linda Larbaoui, alors revenons sur ces accusations de l'ONG Human Rights Watch qui dénonce les violations des droits humains au Mali. Selon vous, Linda Larbaoui, quelle devrait être la position, la réaction du gouvernement de la transition au Mali face à ce communiqué, notamment de Human Rights Watch? Il faut prendre la méthode algérienne et je pense qu'il y a déjà une collaboration entre les deux gouvernements. Et l'Algérie, au niveau de tous ces dossiers-là, communique très très bien. D'autant plus que ça a été annoncé clairement par le ministre des Affaires étrangères qui soutient le peuple malien. Ça veut dire qu'il soutient le Mali dans toute sa, dans tout. Voilà. Il avait fait 3 déplacements. Donc il y a déjà ça. Ils peuvent se rapprocher des autorités algériennes parce qu'ils savent au niveau diplomatique tout ça, ils ont les tenants et les aboutissants. Nous sommes passés par là. Si on retrace un peu cette histoire, c'était François Diaz. Et c'est toujours François Diaz. C'est le fils d'un colon, d'un ancien militaire, né au Maroc. Son père était militaire au Maroc, donc il connaît très bien le Sahel et tout ce qui concerne le Sahel, qui a commencé cette histoire de qui tue qui, à écrire des livres, des articles, tout ça. Je vous donne même le nom. Et François Diaz, à la base, est un ingénieur, mais c'est bizarre, il n'a jamais pratiqué son travail. Donc, il a ouvert une maison d'édition et puis il s'est reconverti au journalisme. Donc, beaucoup d'attaques viennent de là. Donc, il y a, et dans le travail qui est fait, dans cette opération qui ne touche pas que l'Algérie, la preuve aujourd'hui, c'est l'armée malienne qui est touchée, nous avons un rapport qui est très particulier, très proche entre Reporters sans frontières, Amnesty International et toutes ces ONG là qui dénoncent. Celle-là, je vous avoue, j'aime pas raconter des bêtises, celle-là, je la connais pas bien, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas qui est derrière. Donc, il y a Reporters sans frontières dedans. Reporters sans frontières, ils font quoi? Ils écrivent des articles, mais basés sur rien. C'est-à-dire que telle armée est accusée, tel régiment est accusé, voilà ce qui s'est passé, et c'est comme ça qu'ils apportent les choses. Mais quand on lit leur article, tout ça, quand on décortique leur article, c'est toujours une source proche du gouvernement, une source qu'on donne ni nom ni organisme finalement. On ne sait pas qui a donné ces informations. Et quand on voit par rapport aux journalistes au niveau international, un journaliste n'est pas tenu de donner sa source. Donc il est protégé. On ne peut pas remonter à la source. Et quand on arrive, on fait un travail, on remonte à la source, ce sont des mensonges. Le livre qui a le plus touché l'armée algérienne, c'était La Sale Guerre. La Sale Guerre, c'est un ancien sous-officier algérien qui s'est barré, il est parti en France. Donc on sait très bien, on a les preuves qu'il a travaillé, c'est Souaidia qui l'a soi-disant écrit.
Ce monsieur-là, en 2001, par exemple, il nous sort un livre en français. En 2001, il parlait pas le français. Mais nous sommes en 2022, il parle toujours pas le français. Et tout ce qu'il a raconté dans son livre, c'était des mensonges, que des mensonges. Mais le monde entier y a cru. Le monde entier, si on se rappelle bien, eh ben, c'était l'armée algérienne qui tuait sa population. Et le Mali est à ça aujourd'hui. Donc c'est le peuple qui doit répondre dans les réseaux sociaux, dans les journaux qu'il y a au Mali. C'est à eux de répondre et de demander des explications. Est-ce qu'il y a des preuves de tout ça? Pourquoi on accuse l'armée? Ce n'est pas l'armée, c'est le peuple qui doit réagir pour montrer que ça ne marchera pas et que le Mali soutient son armée qui est là pour rétablir l'ordre et le maintien de l'ordre dans le pays et débarrasser les terroristes du pays. Il y a aussi autre chose, j'en ai parlé il y a quelques mois et j'étais sûre que cette information, je me doutais. Il y a une partie, j'avais l'information, et une partie, c'était une déduction par rapport à l'endroit qui avait été choisi. Et j'ai même dit, il y a un mois, j'ai reparlé de cette histoire et j'ai dit, les terroristes, je m'adresse à eux, et puis ils peuvent s'inquiéter. Actuellement, il y a quelque chose qui se prépare en Afrique, dans le Sahel, le colon Béchar. Il y a des grandes manœuvres où les Russes, pour la première fois, ils viennent en Afrique faire des manœuvres avec l'armée algérienne. Il y a comme invité d'honneur, il y a l'Égypte, il y a le Pakistan et il y a aussi le Kazakhstan. Je pense que c'est le Kazakhstan qui est dedans, si je me trompe pas. Donc il y a tous ces pays-là qui doivent faire des manœuvres pour lutter contre les groupes terroristes en Afrique. C'est pas très loin du Mali. Donc les États-Unis n'ont jamais accepté cette idée et ils ne l'acceptent toujours pas. Pourquoi? Parce que la zone que j'indique là, il y a un point sensible. Et c'est par rapport à ce point sensible que la France n'a jamais voulu quitter le Sahel. Il n'y a pas que l'uranium. Il y a une station spatiale, la station Hamagir. Et j'étais la première à en parler. Je me suis doutée que ça allait se faire là. Et ça a été confirmé cette semaine et par les Russes et par l'Algérie. Ça va se faire là. Donc tout ça fait que la présence russe gêne les Américains, gêne les Français. La station Hamagir, c'est une station très importante. Ce n'est pas uniquement une zone militaire, c'est une station spatiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français, depuis qu'ils l'ont quitté, ils ne peuvent plus développer des missiles ou leur conquête vers l'espace, tout ça. On ne développe pas les missiles n'importe où. Et la France n'a pas un terrain propice à tout ça. Même ce qu'ils font en Guyane, ça ne peut pas jouer. Les États-Unis, c'est pareil. Et cet endroit a toujours été visé et par les Américains, par les Français. Maintenant, les Maliens, il faut qu'ils sachent une chose, qu'on leur reproche la présence russe dans le Sahel. C'est ça qu'on reproche au Mali. Ça fait longtemps qu'il y a une bagarre contre les Russes pour ne pas qu'ils reviennent en Afrique. Et si aujourd'hui l'Algérie accepte et fait ces manœuvres-là, donc ça gêne l'Occident et c'est les Maliens qui vont forcément payer le prix. Maintenant, pour finir sur ça, il y a une mauvaise nouvelle pour nos amis maliens. Comme je l'ai annoncé il y a quand même quelques mois, j'avais dit la situation va s'aggraver au niveau du terrorisme. Elle va encore s'accentuer, cette situation. Mais la bonne nouvelle, c'est que après une remontée, il va y avoir forcément une descente. C'est ce qu'on a vu en Algérie en 97, 98, c'était les massacres en masse. En 99, ça s'est calmé. On l'a vu aussi avec Daesh en Irak ou Daesh en Syrie. Il y a eu un fort moment comme ce que nos amis maliens sont en train de vivre. Après, il y a eu une descente. Et ça, c'est un peu normal parce que même la population va devenir beaucoup plus vigilante et c'est même la population qui va lutter et qui va aider l'armée et la police à combattre ces groupes terroristes. Donc, il y a la mauvaise nouvelle, c'est que ça va s'accentuer comme je le pensais il y a quelque temps. Et après, il va y avoir une petite accalmie et à partir du 1er novembre, c'est la situation complète qui va changer dans le Sahel parce que les manœuvres que nous attendons vont régler beaucoup de soucis.
pour le Niger, pour l'Algérie, pour le Mali, pour tout le monde. Ça va se calmer. Nous aussi, on communique pas beaucoup, mais à chaque fois, il y a des militaires qui meurent en Algérie. À chaque fois, il n'y a pas un mois qui se passe sans que des militaires ne soient tués. Des jeunes de 20-30 ans qui sont tués. D'accord. Alors, Linda Labaye, pour rester sur ce que vous dites à l'instant, sur ce que vous disiez à l'instant, alors ces manœuvres militaires, concrètement, est-ce dans l'intérêt réel du Mali d'abord, avant d'être peut-être pour le Nigeria ou pour des autres pays voisins? Parce que finalement, ce qu'il y a lieu de dire, hein, d'après ce que pensent certains analystes, c'est que finalement le Mali n'est la chasse gardée de personne. Alors, ce n'est plus le cas pour la France, ce n'est non plus le cas avec les États-Unis. C'est peut-être la coopération avec la Russie aujourd'hui, mais il faudra peut-être que les Maliens, est-ce que ce qui est important de dire finalement, ce n'est pas qu'il faudra que les Maliens sachent tirer leur épingle du jeu finalement, parce que s'il y a cette station spatiale-là, finalement, il faut que l'intérêt, pour une première fois, contrairement au moment de la France, soit aussi et avant tout dans l'intérêt des Maliens. Est-ce que cela n'est pas logique, comme le pensent certains analystes, Linda Labaye? Bien sûr que le Mali va tirer son épingle du jeu. Encore une fois, il y a 1300 kilomètres de frontières entre l'Algérie et le Mali. Il y a 900 et quelques entre l'Algérie et le Niger. C'est énorme. Il faut pouvoir sécuriser tout ça. Et on sécurise pas que sa frontière. Vous savez, dans un immeuble, si vous êtes au deuxième étage, il y a le feu au premier, ça monte chez vous forcément. Donc ces manœuvres, on n'a pas choisi l'endroit par hasard, c'est un endroit très sensible où il y a toujours eu des perturbations. Il y a le Maroc qui est là et tout ce qui est trafic d'armes et tout ce qui est trafic de produits stupéfiants qui viennent par là. Il y a l'histoire du Sahara occidental qu'on n'a jamais voulu régler. Et là, les Américains, justement, le fait que les Russes viennent dans le Sahel, ils commencent un petit peu à pousser le Maroc à régler cette situation, alors que c'est eux qui sont derrière. Et le Mali va voir une accalmie quand il y aura ces manœuvres. Parce que les groupes terroristes, on les commande bel bien, ils viennent pas tout seuls. Ils sont aidés par rapport à la logistique. Ils sont aidés aussi par des informations qu'on leur donne. Ils sont aidés par rapport au carburant. Ils sont aidés. Ces groupes n'atterrissent pas comme ça. J'avais parlé sur Afrique Média d'un bateau qui se dirigeait vers la Libye, où il y avait, on parle de 91 tonnes d'armes. Ce bateau, finalement, j'ai envoyé le lien à Afrique Média il y a deux ou 3 jours. Ce bateau, à force qu'il y ait des journalistes indépendants qui dénoncent, donc les Nations Unies l'ont détourné, l'Italie a refusé de le recevoir et finalement il a amarré à Marseille. Et c'est les Nations Unies qui ont saisi les armes qu'il y avait dedans. Mais avant cette saisie, déjà ils n'ont pas fait d'enquête, ils savent pas qui est derrière, ils veulent rien savoir. On sait très bien qui est derrière. Celui qui a dénoncé, il sait qui est derrière, il a un dossier. Et c'était le 5e chargement. Donc il y a déjà eu 4 chargements qui ont été déversés en Libye. Et ces armes sont parties où? Par les mêmes réseaux. J'avais parlé au départ, et je pense que j'étais sur Afrique Média, j'étais la première à en parler parce que, encore une fois, il y a une presse indépendante qui fait un excellent travail. Les armes elles ont commencé à être détournées de l'Ukraine et l'OTAN insistait sur des armes russes. Pourquoi des armes russes? Pour la simple raison, quand ces armes atterrissent en Afrique, on ne pourra pas accuser l'OTAN ni les États-Unis. C'est des armes russes, donc ils avaient un projet là-dessus. Et tout ça a été contré. Et il a été contré, c'est bien pour le Mali, parce que ces armes-là, j'avais dit même, moi-même, j'y sais Bamako qui est la cible. Et Bamako va voir des jours durs. Nous y sommes dans ces jours durs. Et je ne l'ai pas deviné, il y a des données qui sont là. Et il y a des gens qui dénoncent. Donc, la bonne nouvelle pour le Mali aussi, c'est qu'il y a des journalistes, il y a des reporters, qui sont pas connus, peut-être par nos amis maliens parce qu'ils écrivent en anglais, mais il y a des gens qui font un bon travail pour que l'Afrique se libère et pour que les pays arabes soufflent un peu, parce que toute cette guerre contre l'islam, contre les musulmans, ça a touché tout le monde.
Et aujourd'hui, eh ben on essaye de changer la face des choses pour parler d'ethnie. On parle d'une ethnie contre une autre. On parle donc, ils font l'amalgame de tout ça pour casser l'armée malienne. Mais pour vous répondre, oui, ces manœuvres sont très importantes. J'en ai parlé, je reparle encore aujourd'hui. Ça va donner un autre visage au Sahel. Et ces terroristes qui sont dans le Sahel, ils peuvent comprendre que le véritable message, c'est que les Russes, s'ils viennent pour faire des entraînements, c'est pour qu'ils puissent s'infiltrer encore davantage dans le Sahel et pour qu'ils s'adaptent au climat du Sahel et puis à la mentalité aussi du Sahel. Le Sahel, c'est pas Paris. Donc, ça va dans le sens dans le sens de nos amis maliens et ils vont pouvoir un petit peu être soulagés. Si vous le dites. Merci à vous, Linda Laboy, pour toutes ces explications. Alors, on va poser une dernière question ou deux tout au plus sur ce sujet avant de passer à notre seconde thématique. Alors, Issa Diawara, j'aimerais un peu que vous nous parliez de l'état d'esprit des Maliens à l'heure où justement se succèdent ces accusations. On a suivi justement, on a pu lire ça et là dans des articles qui évoquaient ce rapport de l'ONU qui accuse l'armée malienne et les instructeurs russes à présent, l'ONG Human Rights Watch. Alors, dans quel état d'esprit se trouvent les Maliens face à cela? Est-ce que la population malienne aujourd'hui est toujours en phase avec ce gouvernement de la transition quant à sa souveraineté qu'elle défend chèrement aujourd'hui? Oui, le gouvernement, ce gouvernement de transition, madame, en train de défendre, en tout cas en train de répondre aux aspirations du peuple malien. N'oubliez jamais que la feuille de route de la transition émane du dialogue national inclusif, c'est-à-dire tous les Maliens y étaient, toutes les couches du Mali étaient représentées, des partis politiques, des organisations de société civile, et des fêtières de la presse, tout le monde, les autorités coutumières, les autorités religieuses, tout le monde, c'est ensemble, les forces de défense et de sécurité, que nous avons élaboré ensemble une feuille de route qui a été remise, bien sûr, à ces autorités. Et c'est la mise en œuvre de cette feuille de route qui est en cours. Cela peut fâcher, ça peut faire mal, mais en réalité, c'est de cela. C'est là que surtout les autorités de la transition tirent leur légitimité. C'est d'abord cette question. Madame, ici, le moral est bon. Le moral est bon parce que nous sommes préparés à ce qui se passe. Nous sommes conscients de notre passé, de notre avenir. N'oubliez pas, nous sommes l'un des rares pays à se glorifier. La France n'a pas notre taille en termes d'empire et de royaume. Je peux vous citer en tout cas, royaume et empire, plus de 10 qui ont des renommées historiques, qui avaient leur fief ici au Mali. Donc nous ne sommes pas paniqués, que ce soit l'empire Songo du Mali, l'empire du Ghana, et le royaume Bambara de Ségou, Pelle du Massina, le royaume Massassi de Karta, ainsi de suite. Nous savons d'où nous venons, nous savons qui nous sommes. Madame, c'est ça notre force. Et aujourd'hui, nous sommes préparés mentalement à cette vague d'attaques. Je pense rarement des pays africains ont été soumis à de telles attaques. Madame, nous sommes attaqués sur le plan financier et économique. Tout le monde a vu les cruelles sanctions de la CEDEAO. Nous sommes là, nous sommes debout. Nous sommes attaqués sur le plan militaire. Madame, je peux vous dire, il y a à peu près 10 groupes rebelles du Mali, 10 groupes rebelles ici. 10 groupes rebelles. Certains sont séparatistes. D'autres disent être habillés en peau de djihadistes. D'autres, mais tous ces rebelles-là n'appartiennent qu'à la France. Beaucoup de groupes, beaucoup de fronts d'attaque. Parallèlement, madame, nous sommes attaqués à peu près le long des 3 frontières. Précisément, avec le Niger, et merci, et du côté du Burkina, il y a des attaques. Là où on vient d'enregistrer cette attaque meurtrière, c'est dans la zone des 3 frontières. C'est à quelques kilomètres du Niger, à quelques kilomètres du Burkina. Les assaillants sont venus du côté du Niger et ils ont bénéficié du renseignement du drone français qui avait violé notre espace aérien. Comprenez, quelle que soit la rapidité des radars et autres, des moyens aériens que le Mali peut avoir, si vous avez un drone qui n'a que 2 à 3 minutes dans votre espace aérien, avant de se retourner, il n'est pas facile de l'abattre. Mais je pense qu'avec les partenaires russes, nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est pourquoi d'ailleurs, je pense que ça fait partie du thème de débat. Le colonel Assimi Goïta a remercié le président Poutine. Madame, nous sommes attaqués. La zone, et non seulement au niveau des 3 frontières,
mais c'est une zone qui abrite aussi un contingent de la MINUSMA. Il faut que cela soit dit. C'est pourquoi nous avons dit, après le départ de Barkhane, nous allons expulser la MINUSMA. C'est pourquoi quand vous avez l'interdiction de la rotation de la MINUSMA, vous avez l'interdiction de survol de notre espace aérien par la MINUSMA, et Dieu merci, l'Allemagne s'est fâché. L'Allemagne dit suspendre ses opérations militaires au Mali parce que nous avons empêché à leur contingent de survoler notre espace aérien. Mais ils ont l'autorisation de survoler notre espace aérien. Nous avons des drones non identifiés qui en profitent et qui nous attaquent. On fait comment? Donc nous interdisons tout et l'Allemagne peut partir. Tous les contingents de la MINUSMA vraiment peuvent partir. Moi, je ne comprends pas cet amour forcé, cette aide forcée. Nous disons que c'est bon. Ils disent non, vous êtes attaqués de partout. Nous disons c'est bon. Nous sommes prêts à mourir jusqu'au dernier homme. Nous résistons. Mais c'est quoi le problème? Laissez-nous avec nos misères. Ouais, vous n'êtes qu'une bande de sable, vous n'êtes qu'un pays pauvre. Tout ça là, c'est bon. Partez avec vos pays riches. Laissez-nous combattre. Où est le problème, madame? Le moral est bon, nous sommes préparés. L'autre jour seulement à Kati, ici, il y a certains qui ont tenté un appel des volontaires pour prendre les armes. Je vous dis, le camp militaire était inondé des jeunes qui se sont tout de suite fait raser même. Ils n'avaient plus de cheveux, madame. Ils disent qu'ils sont prêts à rejoindre le front de bataille. Donc, pour le moment, on n'a pas encore fait appel aux volontaires. Mais moi qui parle, je suis un volontaire, madame. Donc ici, le moral est bon. Nous attendons. Et je pense que les forces armées maliennes combattent bien. Le peuple est en harmonie, en synchronie, bien sûr, avec les autorités actuelles. Nous cautionnons tout ce qui se passe. Et je crois que vous avez même vu un mouvement de la société civile qui a demandé carrément à la MINUSMA de dégager du Mali d'ici le 22 septembre. Aujourd'hui, nous travaillons pour faire partie de la MINUSMA. L'attaque meurtrière a eu lieu dans une zone où la MINUSMA est bel et bien présente. Pourquoi la MINUSMA n'a pas bougé? Qui est-ce qu'elle est venue? Elle n'est pas venue nous aider. Elle est venue entretenir une situation de guerre, un état de guerre permanent. Et madame, nous faisons face à plusieurs attaques. N'oubliez pas qu'ils ont fait du président nigérien qui a beaucoup bavardé. Il s'est comporté en un président hostile au Mali. Et de l'autre côté aussi, vous avez l'histoire avec les 49 mercenaires ivoiriens. Donc de toutes les parts, madame, nous sommes soumis aux pressions. Mais moi, j'en veux pas beaucoup à ces Français ou autres, à ces Occidentaux. J'en veux à nos frères africains qui nous attaquent. Je ne crois pas que le Mali réussira à convaincre l'Allemagne ou la Pologne de s'attaquer à la France. C'est vraiment désolé. Ça fait vraiment pitié que certains Noirs au XXIe siècle continuent de travailler pour l'homme blanc pour déstabiliser un pays africain. C'est ce que je déplore. Mais nous avons le moral. Je pense que nos autorités travaillent dans ce sens. Moi, je ne vais pas être là à relater ce que la France fait et ce que la France pose comme acte chaque jour contre le Mali. Mais je suis là aussi à parler de stratégie pour contrecarrer ce qui arrive, à donner des informations vraies, sensibiliser réellement à l'éveil de conscience et bien sûr montrer à tout le monde que le Mali tient bon, nous allons résister et confiance surtout au colonel du Mali, nous allons prendre les défis. Merci. Issa Diawara pour cette autre analyse. Alors, je pense que sans transition, pardon, Linda Larbaoui, on va passer à notre seconde thématique de cette soirée. On parle bien sûr de la coopération pardon, entre le Mali et la Russie, plus précisément donc du président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, et du président de la Russie, Vladimir Poutine, qui ont eu tous les deux un entretien téléphonique avant-hier, mercredi. Selon ce qu'a annoncé Assimi Goïta lui-même sur les réseaux sociaux, il a déclaré, je cite, « Nous avons évoqué l'appui de la Fédération de Russie à la transition politique malienne et j'ai salué la qualité de notre partenariat respectueux de la souveraineté du Mali et des aspirations de sa population. » Fin de citation. Alors, que pensez-vous donc de cette relation, de ce partenariat entre les deux hommes, de cet échange téléphonique plus précisément qui intervient, il faut le dire, au lendemain de la réception par Bamako de nouveaux équipements militaires russes, parmi lesquels 5 avions et un hélicoptère de combat. Alors, on commence avec vous sur cette thématique, Linda Larbaoui. Que pensez-vous tout d'abord de ce partenariat qui se renforce entre Bamako et Moscou, mais aussi et surtout
de cette aide finalement qui continue, ces nouveaux équipements qui sont arrivés il y a quelques jours à Bamako? Il y a une chose qui est en train de s'installer entre les deux hommes, c'est la confiance. Il faut un petit peu comprendre comment réagit Poutine. D'ailleurs, Poutine s'entend très bien avec Marine Le Pen, chose que beaucoup de gens d'ailleurs ne comprennent pas. Poutine est un nationaliste et il aime bien quand il rencontre des gens qui sont nationalistes. Poutine s'est battu depuis son élection, depuis 1999, il s'est battu pour passer d'une idéologie soviétique, communiste, à du nationalisme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis bien, avec tout ce qui se passe, son peuple le soutient. Et c'est vrai que les Russes soutiennent Poutine aujourd'hui. Il était, mais dans les sondages avant cette guerre, il était au plus bas. Et là, avec cette guerre, il est remonté. Il est remonté dans les sondages. Pourquoi? Parce qu'il défend des Russes. Il a su recréer l'empire russe. Et Monsieur Assimi Goïta, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de recréer l'empire du Mali. Donc il y a un point en commun, mais un point en commun qui est très fort. Le patriotisme, le nationalisme. Ça ne peut que rapprocher les deux hommes. Après, on passe au deuxième point. Ils combattent le même ennemi. Ils ont le même ennemi. La Russie, toute grande, première force au niveau du nucléaire, première armée dans le monde, parce que les Américains, c'est première armée avec l'OTAN. Donc, ils sont 30 pays. Donc, avec tout ça, le Mali, même s'il a besoin de l'armement russe, mais il y a l'ennemi est le même. L'ennemi, c'est le néocolonialisme. L'ennemi, c'est les États-Unis et leurs alliés qui ne veulent pas travailler comme tout le monde, qui veulent piller et qui sont toujours là à créer des conflits. C'est ça qui rapproche les deux hommes. Il y a la mentalité, il n'y a pas que le travail ou livraison d'armes ou pas d'armes ou choisir un partenaire ou pas partenaire. Il y a les idées qui rapprochent les deux hommes. Ils sont dans le même chemin tous les deux. Ils ont les mêmes objectifs tous les deux. Et ils ont la même façon de travailler. Poutine, il s'exprime, oui, mais il s'exprime très peu finalement. Il travaille beaucoup, mais il s'exprime très peu. Quand il s'exprime, c'est parce qu'il doit parler. Sinon, Poutine, on l'entend pas. C'était un homme, on disait de lui qu'il était très timide, non, c'était un homme réservé, un homme qui a fait les services secrets, donc déjà c'est un militaire, cet homme-là. Et Monsieur Assimi Goïta est militaire. Donc il y a beaucoup de points qui les rapprochent. Mais le plus important point, c'est qu'ils ont le même ennemi. C'est le plus important. Maintenant, pour revenir c'est très marrant parce que quand il y a eu ce coup de fil, et dès que ça a été annoncé par Monsieur Assimi Goïta, j'ai vu le tweet, et le lendemain, il y a une autre conversation téléphonique. C'est Israël qui s'inquiète des Sukhoi 25 algériens qu'on a modernisés. Où est-ce qu'ils sont passés? Ils n'ont pas appelé l'Algérie, ils peuvent pas parce que l'Algérie ne reconnaît pas Israël. Ils ont appelé Poutine. Donc, même Israël s'intéresse. D'où sont venus ces Sukhoi 25? Le meilleur allié en Afrique des Français, c'est Israël. Donc, déjà, par le fait d'avoir parlé de cette communication, déjà, on voit que ça a fait bouger des personnes. Et c'est pour ça que souvent je dis nous n'avons pas des éléments. Et des fois les gens ils font une chose dans un sens, mais c'est le résultat qu'ils recherchent, il est carrément autre. Dans la géopolitique, il faut savoir décrypter les messages. On va revenir aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui a toujours existé. La première fois que les États-Unis se sont affranchis du Royaume-Uni, c'est avec une guerre. Ils se sont réunis avec la guerre de sécession. Donc les nordistes contre les sudistes ou les sudistes contre les nordistes. En tous les cas, les États-Unis, pour exister, il a fallu qu'ils fassent une guerre. Depuis cette époque-là, ils ont besoin de guerre pour continuer à exister. Les États-Unis ont mené plus de 93 guerres.
et ça les dérange pas qu'ils fassent éclater l'Algérie ou qu'ils fassent éclater le Mali. Hein. Ils ont besoin de ça. On prend la France. La France a existé à travers quoi? La France n'était rien. La France n'a pas d'histoire. La France a commencé à exister à travers ses colonies. Elle a besoin de l'uranium, elle a besoin de l'or, elle a besoin de tout ce qu'elle trouve comme richesse en Afrique. Mais pour continuer à exister, il lui faut ses colonies, il faut se précarer. On prend le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est la reine Victoria qui est partie dans une idée d'avoir des colonies. Donc le Royaume-Uni puissant, c'est une femme, et il a sombré complètement ce Royaume-Uni jusqu'au jour où Margaret Thatcher est revenue et elle lui a redonné l'image de ce royaume puissant qu'on voit aujourd'hui. Mais il faut pouvoir décrypter tout ça pour comprendre un peu la situation que nous avons au Mali. Et puis par rapport aussi au Mali, le pays enclavé, tout ça, qui a besoin des autres, qu'on a essayé de tordre, mais on n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre pays qui a vécu la même chose et qui continue à vivre la même chose. L'Algérie, je vous dis, il n'y a pas un mois où on n'enterre pas des militaires, nous aussi. Donc il y a un lien. Et au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on trouve? Un allié qui a le même ennemi, qui est la Russie, et qui rapproche deux hommes. Mais en réalité, il y a plus que deux hommes dans l'histoire. Il y a plus que deux hommes. Là, le Maghreb est en train de se redessiner. Kais Saïd, le président de la Tunisie, subit le martyre. La Mauritanie, pareil. Donc, il y a déjà des alliances qui se font. Et on essaye de bloquer, encore une fois, on essaye de bloquer les Russes pour ne pas qu'ils aillent plus loin. Et pour ne pas qu'ils se fassent plus d'amis. Mais le Mali, le gros problème de monsieur Assimi Goïta, qui représente le Mali, c'est que il faut pas qu'ils donnent des idées aux autres, et il faut pas que les Maliens réussissent, parce que ça va donner le sentiment de vouloir s'affranchir à d'autres peuples et à d'autres chefs d'État. Donc je pense qu'ils vont réussir. Je le pense réellement. Ils sont en bonne voie. Linda Labaoui pour toutes ces explications. Alors Issa Diawara, on parle donc de ce renforcement de la coopération de l'axe Moscou-Bamako, à l'heure où les deux hommes, Vladimir Poutine et Assimi Goïta, se sont entretenus il y a quelques jours au téléphone. C'était exactement mercredi dernier. Cet entretien téléphonique intervient alors que Bamako venait de recevoir de nouveaux équipements, justement militaires russes, notamment ses hélicoptères et ses avions. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors qu'on se rappelle qu'en mars dernier déjà, la Russie avait livré plusieurs hélicoptères de combat et des armes au Mali. Ok madame, merci. Une fois de plus. D'abord, il faut, le colonel Goïta a commencé d'abord par remercier le président Poutine. Donc ici quand on remercie, ça fait partie des valeurs africaines, des valeurs en tout cas de la civilisation africaine. Et ça fait même partie de la civilisation universelle. Madame, l'un des problèmes que nous avons avec la France, c'est un problème d'ordre civilisationnel. Puisque nous savons dire merci. Quand ça va bien, en Afrique, nous savons dire merci à quelqu'un. Macron ne comprend pas beaucoup de choses. Et la France a 9 ans de présence au Mali. Pourquoi le Mali n'a pas dit merci? Bien au contraire, nous avons dit à la France, nous avons reproché à la France, en tout cas, un comportement paternaliste et néocolonial. Ça, nous ne l'oublions jamais. Mais avec le président Poutine, le colonel Goïta, merci aux techniciens pour ces images, le colonel Goïta a parlé d'un partenariat gagnant-gagnant. Madame, ça montre que le Mali gagne. Puisque jusque là, nous, on a été empêchés d'acheter un seul char de combat. Nous, on n'en a pas. On n'a aucun char de combat français ici. La France est venue nous aider, mais elle dit venir nous aider ici. Mais la France ne nous a rien vendu. Pire même quand on voulait acheter, la France nous empêche d'acheter. Mais madame, c'est très grave, ça c'est un crime. Je suis en guerre, tu m'empêches de m'armer. Et tu dis que tu prétends être moi mon soutien. C'est parce que toi, tu veux rester toujours chez moi. C'est ce qui se passe. La France a travaillé efficacement à empêcher le Mali de se doter des armes de guerre. La France nous permettait d'avoir un niveau équilibré avec ces terroristes. C'est-à-dire quoi?
Nous avons des Kalachnikov, les terroristes doivent avoir les Kalachnikov. Si les terroristes ont un canon, nous aussi nous devons avoir un canon. Si les terroristes ont 10 gilets par balle, les Maliens aussi doivent avoir 10 gilets par balle. Madame, c'était l'équilibre de la terreur que la France faisait ici. Mais avec la Russie, c'est derrière nous maintenant. Nous avons besoin maintenant des armes dont les terroristes ne disposent pas. Mais que les gens comprennent, le Mali ne dispose pas d'une baguette magique pour en 12 mois ou, je ne sais pas, 24 mois nettoyer tout le bordel que la France a causé pendant 10 ans. C'est pas facile. Ça va nous prendre le temps nécessaire. Nous sommes en train de les détruire, de les écraser. Tout comme la Russie est en train de les broyer en Ukraine. Nous avançons pas à pas, petit à petit. Les terroristes perdent beaucoup d'hommes. Il y a même des légionnaires français maintenant qui entrent au combat. C'est bien qu'ils continuent d'avancer. À visage découvert, nous allons les broyer lentement. Donc le partenariat est vraiment salué parce que c'est du partenariat gagnant-gagnant. N'oubliez pas que c'est la Russie aussi gagne. La Russie gagne un partenaire clé en Afrique quand même. La Russie est en train de renforcer ses partenaires en Afrique, en plus de l'Algérie, en tout cas de l'Égypte, dans certains cas de l'Éthiopie, du Mali. Donc ça va continuer. Si ça réussit au Mali, mais le Mali seul pourra au sein de la CEDEAO. C'est pourquoi beaucoup n'avaient pas compris pourquoi le Mali ne s'était pas retiré de la CEDEAO. J'avais tout en dit que le Mali aussi est en mission au sein de la CEDEAO. Nous allons détruire ce bloc, ou ce bloc-là, nous allons l'amener avec nous vers nos nouveaux partenaires. C'est de cela qu'il est question. Nous sommes dans une guerre contre la France. Nous n'allons laisser aucun outil qui puisse faire mal, aucun outil de pression entre les mains de la France. La guerre, aussi, elle est aussi stratégique. Ce n'est pas de la passion. La Russie gagne quoi d'autre, madame? Si les Français et les Américains et autres ont sanctionné les Russes, mais c'est parce qu'il y a l'Afrique. Si l'Afrique n'existait pas, ils ne pouvaient pas sanctionner les Russes. Parce que d'où est-ce qu'ils vont sortir, d'où est-ce qu'ils vont compenser la perte, en tout cas des partenariats de la coopération énergétique avec la Russie? C'est parce qu'ils sont en train d'établir sur l'Afrique. Regardez la course maintenant au gazoduc vers l'Afrique. Il faut faire transiter les gaz maintenant vers l'Europe. Coûte que coûte. Ils sont déjà en Libye. Ils viennent au Nigeria. Ils sont partout. Et cela doit transiter par le territoire malien. C'est pourquoi il faut maintenir le contrôle du territoire malien. Sans le Mali, où est-ce qu'ils vont passer? Le Mali, c'est 1 241 000 km². Ils pourront contourner, mais s'ils contournent le Mali, c'est du Niger directement, ils vont se jeter entre les mains de l'Algérie. Et tout le monde connaît aussi là les difficultés qu'ils vont avoir. Ils vont passer par l'Algérie. À quel prix? Est-ce qu'ils auront le contrôle de ces gazoducs? Non, Madame Linde est bien placée pour nous expliquer cela. Ils n'auront pas ce contrôle. Or, ils voulaient avoir le contrôle total des gazoducs qui vont passer, qui devaient passer. Et le Mali dit niet. Donc, avec la Russie, le Mali bloque le transit du gaz vers l'Europe. Si on doit transiter le gaz africain, ça sera pour que les Africains en sortent grands gagnants. Et non pas pour le pillage de l'Afrique. Donc, le Mali est un frein au pillage des ressources énergétiques de l'Afrique. Ils veulent, en sanctionnant la Russie, ces gens-là comptaient uniquement sur l'Afrique. Et voilà qu'ils sont en retard. L'Allemagne continue aujourd'hui d'acheter les gaz russes. La France, idem. Même l'Ukraine même. Donc, ils sont bloqués de toutes les parts. Ils n'ont pas trouvé l'alternative. Et tant que nous serons dans notre posture de dépendance et de souveraineté, l'Europe va continuer à pleurer. L'Europe va continuer à souffrir des sanctions russes. Ça serait des sanctions boomerang toujours. Donc, l'Europe, bien sûr, la Russie gagne dans ces partenariats. Le Mali aussi gagne parce que nous aussi, nous voulons nous débarrasser de la France. Et nous sommes conscients du prix à payer, madame. Nous n'avons jamais dit que ça allait être facile. Jamais. Nous avons dit que nous sommes prêts à souffrir. Nous n'avons jamais dit que ça allait être facile. Beaucoup disent, ah oui, le Mali, vous mettez en retard. Non. Nous nous mettons un temps en retard pour asseoir une dissuasion militaire véritable grâce aux risques du renseignement algérien. C'est de cela qu'il est question. Nous allons, sans la dissuasion militaire, la France va toujours écraser des pays africains. Il faut que la France sache que ces bases militaires du Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ces bases militaires, même jusqu'au Gabon, sont à portée des tirs des Maliens. C'est de cela qu'il est question. Nous travaillons dans ce sens. Si la France nous menace à s'implanter efficacement au Niger et à nous attaquer à partir du Niger, nous aussi nous savons ce qu'il nous reste à faire. Je ne suis pas l'un des colonels, je ne vais pas m'étaler, en tout cas entrer dans certaines choses. Une chose est sûre, le Mali se prépare, nous savons l'ennemi que nous avons en face, nous ne prenons pas les choses à la légère. Donc nous devons être en mesure de toucher les bases militaires françaises partout où qu'elles se trouvent. C'est de cela qu'il est question. Ah,
Vous êtes en train de vous priver certains de vos pays voisins. Là-bas, on est en train de construire, je ne sais pas de quoi, des buildings, des ponts. Oui, mais madame, l'esclave là, il se nourrit bien. L'esclave là, quand vous voyez l'esclave là, il est toujours bien bâti. Il est bien gros. Il mange bien entre les mains en tout cas de son maître. C'est comme le loup et les chiens. Les chiens en ville, bien sûr, ils profitent de son propriétaire, mais il n'est jamais libre. Le loup est libre de parcourir la brousse, sauf s'il se heurte à un lion. Donc c'est de cela qu'il est question. Nous autres, nous voulons être libres. Et quand nous serons libres, nous avons suffisamment de ressources pour nous permettre de nous développer en 24 mois. C'est de cela qu'il est question. D'ailleurs, nous ne sommes pas sous-développés. C'est juste des termes français. Ça n'a pas de sens ici. Nous sommes bien, Dieu merci. Nous sommes là. Personne ne va nous intimider. Dieu merci. Ah, il y a 4 millions de Maliens à Côte d'Ivoire. On va les expulser. Moi, j'attends impatiemment ce jour, madame. Parce que les Maliens de la Côte d'Ivoire, là, ce sont eux-mêmes les soutiens de Ouattara. Quand ils vont quitter la Ouattara n'aura plus de soutien. Ouattara va tomber. Donc, les seuls soutiens de Ouattara, là, ce sont les Maliens de la Côte d'Ivoire, là, qui aujourd'hui ne reconnaissent pas beaucoup leur pays. S'ils reviennent là, tant mieux. Ceux qui sont avec les Mali, moi, je suis volontaire à accueillir 2 chez moi. Et je suis convaincu que chaque Malien peut en acquérir chez lui. Donc, nous disons bravo, nous attendons ce jour. Ça va précipiter les choses. Si nous entrons en possession de la Côte d'Ivoire, ça serait un de plus pour nous, ça serait un ennemi de moins. C'est de cela qu'il est question. Donc, nous saluons le partenariat avec la Russie, parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ce n'est pas un colon, ce n'est pas un esclavagiste de l'Afrique. Contrairement à la France, le poussin ne doit rien attendre de l'épervier. Avec la France, les Africains n'ont rien à attendre. Tout Africain qui dit attend son développement de la France, c'est que cet Africain n'a rien compris. L'épervier ne peut jamais aider le poussin à grandir. Ça n'existe pas. Il vit du poussin. La France vit de nous. La France ne va jamais nous permettre de nous développer. Et madame, pour terminer, je vais profiter pour répondre aux pions de Marine Le Pen qui disent qu'ils vont renvoyer les Africains autres là. Nous disons bien sûr, nous attendons ça il y a longtemps, mais qu'ils les renvoient avec nos biens qui se trouvent en Europe là-bas. C'est tellement de milliards d'euros là-bas que s'ils donnaient même 100 000 euros à chacun de ces Africains, ils ne vont même pas passer la nuit là-bas. Qu'on nous retourne seulement tout ce qu'ils nous ont volé. Ils viennent nous voler, nous appauvrir et nous demandent de ne pas aller récupérer un peu ce qui nous appartient. Mais c'est quoi cette histoire? Nous ne sommes pas bêtes. Donc, tant que les ressources africaines ne seront pas des immigrés, en tout cas des immigrés clandestins là-bas ou bien autres là, donc les Africains là-bas seront toujours les bienvenus. Nous attendons seulement qu'ils nous retournent ce qui nous appartient. Et nous allons récupérer tout aussi ce que nous avons là-bas. Sans cela, nous allons continuer d'envahir l'Europe. Nous allons les envahir. Ils vont même disparaître parce qu'ils ont une population vieillissante. Bientôt, toute leur population là, ce seront des Maliens, des Guinéens, des Sénégalais. Nous allons coloniser l'Europe. Madame, c'est de cela qu'il est question. Et ça là, c'est Dieu qui est de notre côté. Merci. Zawara, pour cette intervention. Alors, à 7 minutes environ de la fin de l'émission, Lina Larbaoui, j'aimerais qu'on évoque tout de même un élément avant de sortir de l'émission, parce que ce partenariat dont on parle aujourd'hui encore, ce partenariat Mali-Russie, cette coopération qui se renforce, et vous l'avez dit d'ailleurs à l'entente de vos propos tout à l'heure, elle est critiquée et n'est pas du tout vue d'un bon œil par les partenaires occidentaux qui dénoncent, et là je cite, pour leur part, le recours au service de la société privée russe Wagner. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette expression revient tout le temps, Linda Larbaoui, elle revient quasiment tout le temps même. Est-ce que finalement, vous pensez que les justificatifs, ou alors les essais de justification donnés par la Russie et le Mali sur ce sujet, sur cette expression-là jusqu'aujourd'hui, ont convaincu l'opinion publique lorsqu'on parle de la société privée russe Wagner? De quoi il s'agit en réalité? Eh bien, il s'agit encore une fois d'attaquer l'armée malienne. C'est pour donner une mauvaise image de l'armée malienne. Que c'est d'ailleurs, on ne dit pas l'armée malienne ou le gouvernement de transition provisoire, on dit la junte militaire. Donc les mots sont choisis dans la propagande. Ils sont vraiment choisis. Et quand on parle de Wagner, les Européens, ils oublient une chose, que c'est eux qui... Comment la France a envahi l'Afrique? Comment elle est arrivée le 19 juin 1830 à Sidi Ferruche en Algérie. Elle est arrivée avec des mercenaires.
elle n'est pas arrivée, c'était pas juste une armée. Donc, c'est des pratiques européennes, contrairement aux Russes qui, eux, n'ont jamais eu de mercenaires. Les Russes ont toujours fonctionné avec leur armée. Après, bien évidemment, parce que ça coûte très cher, parce que la Russie avait d'autres projets, donc il y a une société qui s'est créée, mais c'est pas nouveau. La Légion d'honneur, c'est quoi? La Légion étrangère, la Légion étrangère, où la France a ouvert la Légion étrangère. C'est en Algérie qu'ils ont ouvert ça. Ils embauchaient qui? Ça porte bien son nom, Légion étrangère. Donc il y avait bien des étrangers, des mercenaires qui étaient dedans. Et c'est grâce à ces mercenaires qu'ils ont avancé en Afrique. Donc, vous savez, il y a une belle histoire là qui se raconte depuis quelque temps quand Poutine a décidé de répondre aux Ukrainiens et il a commencé son opération spéciale. Eh ben, on voyait sur tous les médias occidentaux, surtout américains et français, Poutine est malade, Poutine a un cancer, Poutine a un cancer. Et il s'avère maintenant que c'est Biden qui a une tumeur au cerveau, qui a un cancer. Et c'est pour ça que c'est pas Alzheimer qu'il a, c'est un cancer. Donc tout ce que l'Occident fait, il le rapporte sur les autres. C'est l'Europe qui n'a pas d'histoire. L'histoire de l'Europe, elle commence quand? Donc, mais ils ont fait croire pendant, voilà, ça rentre dans le soft power. C'est les Africains qui n'ont pas d'histoire. Ils sont venus avec l'évangile pour civiliser les peuples, pour leur donner des religions. Mais la chrétienté est partie de l'Afrique vers l'Europe. C'est pas l'inverse. L'islam est parti aussi de l'Afrique vers l'Europe. Le judaïsme, il est parti de l'Afrique vers l'Europe. Ils ont toujours combattu les religions. On le voit aujourd'hui, les églises sont vides. Laïcité, laïcité, laïcité. Donc, c'est ça, en vérité, c'est ça. C'est ce que eux font, ils le rapportent sur les autres. Et celui qui a compris ça, pourquoi j'aime l'histoire? J'aime l'histoire et je rappelle souvent pourquoi, pour leur rappeler ce qu'ils sont exactement. C'était des petits royaumes qui se sont toujours battus entre eux. Moi, je suis en Moselle actuellement. La Moselle, les Allemands et les Français se sont toujours frités. Pourquoi? Pour le peu de richesse qu'il y avait. Quand j'ai dit le peu, c'est vraiment peu. Les mines de charbon. Ils se sont toujours frités. Jusqu'au jour où ils ont découvert l'Afrique. En 1884, ils ont commencé un congrès qui a duré du mois de novembre jusqu'au mois de février. Donc le gâteau était très grand. Et ils se sont partagés le gâteau. Et à partir de là, ils ont arrêté de faire la guerre. Mais ça a repris en 1914. Pourquoi? Par rapport à Tanger, encore une fois l'Afrique. Tanger, c'est au Maroc, c'est en Afrique. Ils se sont frités, c'était la Grande Guerre. Et après, ça recommence en 1939. Pourquoi? Cette fois-ci pour la Russie. Donc c'est pour ça que je vous dis, les Russes et nous avons le même combat et le même ennemi. Les explications. Issa Diawara, très rapidement, on va sortir de la fin de l'émission. Alors, un dernier mot notamment sur ces deux sujets que nous avons abordés. En prime, celui de la dénonciation ou des accusations de Human Rights Watch donc, concernant les violations des droits de l'homme au Mali et puis bien sûr sur ce renforcement de la coopération Mali-Russie. Oui, madame, pour sortir, permettez-moi de remercier tous ceux qui nous ont suivis. Et d'ailleurs, pour sortir, je dirais simplement que ça doit toujours, nous attendons d'autres accusations. Parce que plus nous avançons dans la guerre, plus les accusations vont continuer. Et il y avait Amnesty International, et Madame Linda a parlé des Reporters sans frontières, c'est peut-être leur prochain renfort. Il y aura d'autres accusations des ONG occidentales. Et même les États occidentaux vont continuer d'accuser pour essayer au moins d'entériner ou de crédibiliser ce que leurs ONG sont en train de dire. Mais est-ce cela doit arrêter le Mali dans sa course? Je pense non. Le chef d'état-major du Mali a été très clair. Il a dit que le Mali doit continuer ses opérations. Parce que soit on ne doit pas céder à cela, c'est céder les terrains aux terroristes. Et ce qu'ils disent à l'armée malienne, ce qu'ils reprochent à l'armée malienne de chiens de pertes, c'est bien si c'est parce que cette armée a fait 10 ans, en tout cas de collaboration avec la France. Si on avait fait 10 ans avec les risques, nous on allait jamais essuyer ces pertes. 10 ans de collaboration avec la France connaît toutes les positions militaires du Mali en GPS. La France a toutes nos coordonnées.
Le temps d'enlever cela, nous allons malheureusement orchestrer encore d'autres attaques. Et dites-vous, chaque attaque, le Mali doit tirer des leçons. Nous aurons d'autres attaques, cela est prévenu. Nous nous sommes préparés moralement et nous sommes préparés. Ici, les gens, dès que quelqu'un tombe, on dit c'est un martyr. Donc nous disons, Dieu merci, c'est le prix à payer pour nous libérer. Beaucoup de pays sont passés par là. Les Algériens ont payé de leur vie plus d'1 million de morts. Même ces Américains-là, ils savent comment ils ont eu leur semblant, en tout cas, de ce qu'ils ont. Combien de morts ils ont enregistré dans leur guerre de sécession, dans leur guerre d'union et autres. Donc nous sommes conscients, madame, du prix à payer. Les accusations vont continuer, plus les opérations vont s'intensifier. C'est de cela qu'il est question. Le Mali doit intensifier ses opérations. Nous allons continuer à gagner du terrain, bien sûr, et nous allons perdre des hommes, ça c'est très normal, parce que la France a été là, la France connaît la plupart des positions des forces armées maliennes. Il est question pour nous aujourd'hui de changer rapidement nos positions de défense et nos positions, en tout cas nos centres de commandement. C'est ces opérations qui sont en cours, mais de façon très discrète. Parce que la France a habité dans beaucoup de nos camps militaires, donc l'ennemi est renseigné par la France, donc ne soyez pas surpris que la France continue de nous attaquer. Et d'ailleurs, les terroristes n'existent pas en tant que tels. Ce sont les légionnaires français qui nous attaquent. Beaucoup parlent arabe, beaucoup parlent d'autres langues, mais ce sont des Français, mais des Français à la peau noire. Je salue tout le monde, je remercie tout le monde. Le Mali reste debout et votre accompagnement, l'accompagnement de l'Afrique, terrorise les Occidentaux de sorte qu'ils sont en train de revoir leur plan, leur stratégie en ce qui concerne les réseaux sociaux. Comme à bâillonner les Africains sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'ils ne pourront pas nous bâillonner parce que c'est à quoi nous assistons, c'est l'éveil des consciences. C'est des millions de Thomas Sankara, de Lumumba, de Modibo Keïta, c'est surtout leurs cadavres qui sont en train d'harceler les Occidentaux. Et cela n'a même pas commencé. Toutes les âmes africaines, tous les génocides, nous sommes en train de nous réveiller et ils vont répondre pour leurs crimes. Nous allons coloniser l'Occident. J'en suis convaincu. Merci. C'est nous qui vous remercions, Issa Diawara. Je vous remercie également, Linda Lerbaré. Merci pour toutes vos explications et analyses. Merci à vous surtout d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine qui s'achève, du moins pour le compte d'Appel sur le continent. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Restez bien sûr en compagnie de nos programmes qui se poursuivent et à très bientôt pour de prochaines éditions. Au revoir.